Delphine Griveaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes lauréate du prix Carbonnier 2023 qui est décerné par l'Institut d'études et de recherche sur le droit et la justice, l'IERDJ, et résidente à Damas 2024 à Goutla. Bienvenue à Goutla. Merci beaucoup. Et je vous propose de nous présenter votre travail de recherche, votre travail de thèse qui s'est donc traduit par une recherche consacrée à la justice restaurative en France. Alors, tout à fait. Première question, qu'est-ce que c'est que la justice restaurative ? Question logique qui a de multiples définitions. Moi, en tant que sociologue, j'ai choisi de la définir en considérant que c'était à la fois un ensemble de discours et un ensemble de pratiques. Un ensemble de discours qui ont quand même tous en commun d'être des discours soit de réforme, soit de remplacement du système pénal, et qui est un discours qui est très critique de la justice pénale, mais qui après est capté par des causes diverses, et donc ça peut varier un petit peu selon la cause qui capte ce mot pour critiquer, dénoncer la justice pénale. Mais on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite. Et donc il y a cet ensemble de discours et un ensemble de pratiques, tout aussi hétérogènes que les discours qui peuvent entourer la justice restaurative. Si je me concentre sur la France, il y a des pratiques qui sont arrimées au champ pénal, au système pénal, qui sont les pratiques majoritaires, mais il y en a aussi qui se développent en dehors du champ pénal. Pour prendre un exemple, il y a un guide de l'éducation nationale qui est sorti en 2013 pour une justice scolaire, préventive et restaurative, et qui promouvait par exemple de faire des cercles restauratifs dans les établissements scolaires. Alors quand on dit restauratif, qu'est-ce qu'on veut dire finalement ? Il y a un grand débat là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui, principalement en France ? On veut dire finalement apaiser les personnes. Donc, d'un côté, apaiser les personnes, victimes, mais aussi auteurs. De l'autre, responsabiliser les personnes auteurs. Et enfin, restaurer des liens. Le terme restaurer, il est plutôt aujourd'hui là-dessus, sur la restauration des liens sociaux, que sur une version qui parfois a été mal comprise, qui voudrait qu'on restaure les personnes dans un état initial, qui était celui dans lequel ils étaient avant la situation problème, la violence, le conflit. Donc ça, c'est plus trop le cas, mais c'est vrai qu'il y a eu une première version de la justice restaurative qui était peut-être presque plus religieuse et qui voulait restaurer l'harmonie sociale. Mais est-ce que, pour terminer de délimiter l'objet dont on parle, est-ce qu'il s'agit de remplacer les juridictions, remplacer la justice ordinaire, on va dire, par autre chose qui serait la justice restaurative, ou est-ce qu'il s'agit d'ajouter une dimension supplémentaire dans des procédures judiciaires connues ? Il peut y avoir des velléités aux deux. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui en France, très clairement, c'est la deuxième option. On a intégré la justice restaurative dans la justice pénale, et c'est un petit... Voilà, c'est ce que j'ai dit dans ma thèse, en fait. C'est un supplément d'âme à la justice pénale, c'est quelque chose qui vient s'ajouter de manière supplémentaire et de manière complémentaire à la justice pénale. Donc on prend un procès pénal, et il va y avoir une dimension de ce procès qui vise à restaurer les liens, à prendre en compte les personnes peut-être plus que c'était le cas auparavant. Comment est-ce que... Vous pouvez donner un peu un exemple, quoi. Comment ça marche, ça se matérialise. Ouais. Et justement, ça ne se matérialise pas pendant le procès, ça se matérialise en dehors, en parallèle des procédures pénales. Donc, j'ai pas pu le dire tout à l'heure, mais pour vous donner des images un peu de pratique, les plus répandues en France, ce sont les médiations restauratives, qui vont mettre en coprésence un auteur et une victime. Et les deuxièmes plus répandues, ce sont les rencontres entre des groupes de détenus ou de condamnés, s'ils sont suivis en milieu ouvert, et des groupes de victimes. Et ceux-là, ils ne se connaissent pas, mais ils sont liés par le même type de faits. Donc on va avoir une rencontre détenu-victime autour de faits de violence conjugale, par exemple, ou de violence routière, ou de tentative d'homicide, etc. etc. Donc ça, c'est pour vous donner deux images. Ça se déroule toujours en parallèle de la procédure. Donc pour qu'il y ait une mesure de justice restaurative, il faut qu'il y ait eu dépôt de plainte, mais après, ça peut se dérouler à n'importe quel moment de la procédure, et pour n'importe quel type de délit ou de crime, d'ailleurs. Et donc, il va s'ouvrir un espèce d'espace hybride qui va être en dehors et en parallèle du procès, puisque vous mentionniez cet exemple, mais qui peut se passer aussi après le procès, au stade de l'exécution de la peine. Et en fait, c'est majoritairement après le procès que ça se passe. Et c'est quelque chose qui est souhaité par les acteurs qui s'y prêtent, ou quelque chose qui peut leur être imposé ? Ça ne peut pas être imposé.
Après, on peut toujours trouver des formes de construction de l'adhésion à un projet, forte, notamment quand on est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et qu'on construit l'adhésion de son suivi de la personne placée sous main de justice par exemple à la participation à un programme de justice restaurative. Mais donc ça, c'est un peu plus subtil de rentrer là-dedans. Par contre, c'est une réalité. On n'impose pas, on peut toujours dire non. Les personnes qui entrent dans ces dispositifs sont volontaires, sont informées. Donc, ils et elles savent dans quoi ils vont rentrer. Ils peuvent aussi partir du dispositif à tout moment. En tout cas, théoriquement. Après, on peut discuter de la difficulté à partir d'un dispositif en cours, etc. Mais en tout cas, le volontariat est un des piliers de ces programmes. D'accord. L'objet est bien compris. Alors, question, quelle est finalement qu'est-ce qu'il s'agit de comprendre dans votre thèse? Quelle est l'énigme à laquelle vous vous êtes confronté? Qu'est-ce que vous avez cherché à comprendre en fait avec cette thèse? Est-ce que c'est l'émergence d'une politique publique en ce sens? Est-ce que c'est le fonctionnement des dispositifs? Finalement, c'est quoi votre intention scientifique par rapport à cet objet? Moi, mon intention scientifique, elle était presque instinctive à la base. Je suis partie d'une espèce de surprise, celle de retrouver la justice restaurative dans le code de procédure pénale. Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que ça fait là? C'était ça ma question. Ça ne paraît pas être une question très scientifique, mais ça l'est devenu au fil de la construction de l'objet. Mais c'est vrai que mon fil rouge, ça a été toujours d'essayer de comprendre pourquoi une justice restaurative que je savais être voulue comme une alternative au pénal se retrouverait intégrée dans le système pénal. Donc en fait, la question, c'était comment une alternative au pénal se retrouve dans le pénal, ou inversement, comment l'institution pénale va absorber sa propre contestation. C'était un peu ça l'énigme. Évidemment, il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Je vois tout à fait la surprise, l'élément un peu déclencheur de la démarche de recherche, mais ça me paraît ensuite ouvrir sur des vraies démarches de recherche très solides aussi sur le plan méthodologique. Donc c'est une thèse de sociologie, sciences politiques, peut-être un peu à la croisée des deux ou dans un espace de recoupement. Quel type de méthodologie vous avez mis en œuvre? Vous avez un terrain d'enquête? J'ai un vaste terrain d'enquête. J'ai vraiment mis en application les méthodes classiques de la sociologie, en tout cas les méthodes qualitatives. J'ai fait une ethnographie, j'ai fait un terrain d'enquête de plus de 3 ans en fait, qui était vraiment une enquête ethnographique au sens où je me suis immergée dans ce monde qui est celui de la justice restaurative et dans plusieurs micro-espaces qui composent ce monde pendant plus de 3 ans. Ça veut dire que toutes les semaines, au moins une fois par semaine, je revenais à ce monde, soit parce que j'étais bénévole dans un programme de justice restaurative, soit parce que j'allais à un colloque, un événement, parce que c'est un monde qui est quand même peuplé d'universitaires aussi, d'universitaires un peu hybrides, des praticiens-chercheurs, on dirait. Soit des réunions de travail à tel service pénitentiaire ou dans telle association d'aide aux victimes. Toutes les semaines, je revenais vraiment à ça. Donc ça, c'est pour la partie observation, immersion. Et puis, à côté de ça, j'ai fait 71 entretiens semi-directifs, donc avec différents acteurs de la justice restaurative et puis quelques personnes victimes aussi qui avaient participé à des mesures. Et tout ça s'est accompagné évidemment d'un travail documentaire tout au long de mon enquête de terrain qui consiste vraiment à récolter tous les flyers, toutes les brochures, tous les rapports d'activité, tout ce qu'on peut qui va informer ce monde et puis au final de les analyser. Donc c'est à la fois s'intéresser aux acteurs qui portent ces formes de justice restaurative et qui les promeuvent très largement, donc on peut peut-être presque appeler des entrepreneurs de cause dans ce domaine-là, mais aussi aux personnes qui s'y prêtent, qui y participent. Et finalement, vous aboutissez à cette conclusion que vous parlez d'un supplément d'âme pour la justice pénale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, dans supplément d'âme, on entend que finalement ça ne transforme pas l'institution judiciaire comme ça ambitionnait de le faire à la base. On entend que c'est un petit supplément d'âme. Et ça l'est. C'est vrai que finalement, l'institution judiciaire donc, absorbe sa contestation en la laissant se développer, mais aussi en la plaçant à un endroit très particulier, vraiment très marginal, presque inoffensif. Donc on la laisse se développer, on la laisse répondre à des attentes d'écoute, de considération, d'empathie, qui sont celles des justiciables, mais aussi de ses propres travailleurs. Les travailleurs du judiciaire attendent aussi ces mêmes choses.
Et donc on laisse la justice restaurative répondre à ces besoins, mais depuis une place assez inoffensive. Et donc qu'est-ce que ça fait ? Ça apporte ce petit supplément d'âme et ça permet finalement à l'institution de se pérenniser, de bouger, de se déplacer un tout petit peu, mais sans fondamentalement être remise en cause. Oui, on peut avoir finalement un discours critique sur le supplément d'âme qui est presque une forme de qui pourrait confiner à la disqualification de ce processus ou sa minimisation, mais on peut aussi le voir comme une pièce d'évolution plus large du fonctionnement de la justice. Et donc comment est-ce que ce dispositif, qui peut-être ne remplit pas toutes les attentes que certains y placent, comment est-ce que ça nourrit ou ça fait sens sur fond d'évolution du monde judiciaire, notamment ce qu'on appelle souvent sa managérialisation, donc le recours à des procédures, notamment d'indicateurs, des qualités, d'effectivité, etc. Vous avez 100% raison de pointer ça. En fait, supplément d'âme, on peut aussi effectivement le voir comme un signal de ce qu'est devenu, de comment s'est transformée l'institution judiciaire, parce que ces attentes-là, plus ou moins nouvelles, quand je dis nouvelles, plutôt depuis les années 80, parce que ça a notamment été fort porté par le mouvement pour les droits des victimes, c'est pour ça que je prends les années 80 comme point de départ, comment ces attentes nouvelles d'écoute, de considération, d'empathie, finalement transforment la fonction judiciaire. Et donc cette institution judiciaire, cette fonction judiciaire transformée, l'institution judiciaire doit prendre en compte ces nouvelles attentes, se transformer, et ce supplément d'âme, il vient finalement répondre à un besoin, et il vient compléter utilement, on peut dire, l'institution judiciaire. Il le fait pour les justiciables, on le voit assez clairement, mais il le fait aussi pour ses propres travailleurs, et ça c'est quelque chose que sur lequel j'ai beaucoup insisté pendant ma thèse. Et c'est là où intervient la question de la managérialisation, de la rationalisation de l'activité judiciaire, puisqu'en fait, cette managérialisation, quand on parle aux travailleurs, ou en tout cas à certains travailleurs judiciaires, ils la décrivent comme écrasante, oppressante à bien des endroits, et du coup ils vont découvrir et investir la justice restaurative parce qu'elle est complètement à contre-courant de cette managérialisation, de cette rationalisation, et que ça leur permet de redonner un sens à leur métier, qui était en fait le sens initial qu'ils voulaient donner à leur métier, mais qui a été pour eux, je m'appuie sur les entretiens que j'ai faits avec eux, qui a été dévoyé par les transformations actuelles du travail judiciaire en fait. Et donc la justice restaurative vient leur redonner cet élan, ce sens, cette motivation à faire leur travail. Et dans ce sens-là, c'est un supplément d'âme, non pas à la justice pénale en tant que telle, mais à leur travail au sein de la justice pénale. Oui, il y a une dimension de sociologie des professions, dans Absolument. le fond, qui croise la sociologie de l'institution judiciaire. Absolument. Et par rapport à votre énigme ou votre surprise initiale de voir dans le code pénal mention de tels dispositifs, est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui, voir la justice restaurative aussi comme une façon d'accompagner la pérennisation de ces mouvements de managérialisation peut-être ? Oui. En fait, malgré eux, mais c'est pareil pour tous les services publics, c'est-à-dire que les travailleurs du service public qui sont effectivement sous pression et les travailleurs de la justice, on les a entendus. En 2021, il y avait quand même un gros mouvement de contestation où il y avait cette tribune de 3000 magistrats qui disaient « on ne veut plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout ». Et donc, en remotivant, en redonnant un sens, un élan à ces travailleurs, effectivement, on permet à l'institution et à son entreprise de modernisation, finalement, de continuer. Et c'est pareil pour tous les services publics. En fait, le dévouement des fonctionnaires à continuer à assurer des missions de service public dans des conditions de plus en plus dégradées permet à l'institution de se pérenniser. Et la justice restaurative vient apporter cette petite remotivation, justement, pour ce dévouement de certains fonctionnaires, en tout cas. Merci pour cet éclairage, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.